Bonjour, est-ce que... Oui, je pense que tout le monde m'entend bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait vraiment très plaisir d'être avec vous aujourd'hui, puis de vous parler d'aménagement des rues, d'aménagement urbain. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je travaille donc au ministère... Ça fait 10 ans que je travaille à la direction qui est responsable de la sécurité routière au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. C'est tellement long ce nom-là, donc dans la suite, là, je vais juste dire ministère et puis vous saurez que c'est de celui-là qu'on parle. Et puis je m'occupe principalement de tout ce qui est gestion de la vitesse, aménagement urbain. En fait, j'ai une formation d'ingénieur civil et puis d'urbaniste. Et puis, je pense que ces deux formations-là, justement, ça se combine très bien quand il s'agit de travailler dans le domaine des transports. Parce qu'on ne regarde pas seulement la route, comment elle est faite, on regarde aussi tout ce qu'il y a à côté, puis comment et par qui elle est utilisée aussi. Bon, on va s'habituer. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de partage de la rue, de zones de rencontre en Europe, de jeux libres dans la rue, rue partagée, vélo-rue, c'est peut-être tous des noms qui ne vous sont pas encore familiers, mais on va voir de quoi il s'agit. Je vais vous montrer des exemples de rues aménagées pour favoriser le partage de l'espace. Et puis, on va voir les perspectives. Il y aura une petite conclusion et je vous ai mis des diapositives à la fin avec des références. Donc, pourquoi c'est important de se questionner sur l'aménagement des rues? Il y a plusieurs bonnes raisons, en fait. L'espace public, il faut que ça soit agréable, il faut que ça soit bien fait pour qu'on ait envie de l'utiliser. On essaie là, ici de faire bouger les gens, donc un des endroits où on peut faire de l'exercice ou simplement se déplacer à pied ou en vélo pour bouger, c'est la rue, c'est l'espace urbain. Donc, il faut que tout le monde y soit en sécurité. Et en matière de sécurité, c'est ça que nous, on regarde le plus dans notre direction de la sécurité en transport. Donc, on a des statistiques qui nous disent qu'en 2016, sur les routes du Québec, il y a eu 351 personnes décédées, 1476 blessés graves, 35 826 blessés légers, et que la moitié des accidents surviennent en milieu bâti. Et les 3/4 des accidents qui impliquent des piétons et des cyclistes, ils surviennent aussi en milieu bâti. Ici, quand je dis milieu bâti, c'est les villes ou c'est les endroits, les routes où il y a des bâtiments autour là, qui sont urbanisés. Donc, je montre toujours, c'est toujours important de commencer avec des statistiques, des chiffres comme ça, mais en fait, c'est pas seulement des chiffres, c'est ça en fait qui nous motive aussi dans notre travail, c'est que les morts ou les blessés sur la route, c'est aussi des personnes. Donc, on a beau se dire que depuis des décennies, le bilan puis le nombre de victimes de la route, il diminue, mais quand on ne s'en tient pas seulement aux chiffres et puis qu'on se rappelle que c'est des personnes aussi, c'est toujours un bilan inacceptable. Donc, il faut toujours continuer à agir, pas seulement sur les routes, mais c'est important d'agir en particulier dans les villes, en milieu urbain, parce que ça regroupe une bonne partie des accidents, comme on le voit sur ces chiffres-là. Donc, c'est important de s'occuper des rues, de voir comment elles sont aménagées. J'ai appelé ma présentation « Partage de la rue ». Qu'est-ce que ça veut dire? Le partage de la rue, c'est de comment répartir les différents espaces pour les différents usagers. On va avoir des piétons, des cyclistes, des véhicules, des autobus, des camions, etc. Donc, comment on organise tout ça dans l'espace? Il y a deux solutions extrêmes, en fait. On donne à chacun son espace. C'est le croquis là, de la ville d'Ottawa. C'est une rue complète qu'on appelle. Donc, chacun a sa place. Ou bien on met tout le monde au même endroit. C'est un peu plus la photo du bas. Là, moi, depuis ici, je ne vois pas trop bien les photos, mais j'espère qu'elles sortent clairement. Là. Donc, c'est une question, en fait, qui a préoccupé ou qui occupe beaucoup de ce côté-ci de l'Atlantique ou ailleurs. Et il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'innovations, des nombreux concepts aussi, qui sont développés depuis plusieurs dizaines d'années dans différents pays. Chacun a ses particularités un peu. Mais donc, il y a la rue complète, c'est le croquis que je montre d'Ottawa. Il y a ce qu'on appelle les zones 30, où la limite de vitesse est réduite à 30 km/h. Ça, c'est plus en Europe. Les rues résidentielles, share space, zones de rencontre, rues cyclistes, ça, c'est tous des termes qui ont été développés dans les pays européens aussi.
Et la liste n'est sûrement pas complète parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, toutes ces solutions-là, en fait, il y en a plusieurs qui sont plus ou moins différentes, mais en général, les objectifs sont un peu les mêmes. Donc, il s'agit d'améliorer le confort et la sécurité des déplacements piétons et cyclistes, de revitaliser les activités urbaines et puis d'améliorer la qualité de l'espace public urbain. Donc, ce n'est pas seulement des objectifs de transport ou de sécurité routière, c'est aussi des objectifs d'urbanisme. D'ailleurs, je me suis amusée, j'ai mis une photo en bas à gauche, c'est une photo, en fait, je ne me rappelle plus de quel centre-ville il s'agit, mais il y a eu dans les années 80 ou 90 un programme de revitalisation des centres-villes, Revicentre, je crois. Donc, il y a eu beaucoup de réaménagements dans des centres-villes de plus ou moins grandes municipalités. Et on voit déjà qu'il y a des beaux lampadaires, il y a des pavés sur les trottoirs, mais il y avait déjà aussi une avancée de trottoirs. Donc, quand on travaille, qu'on refait une rue, on essaie de pas seulement s'occuper de l'urbanisme, mais aussi de la sécurité routière, et puis inversement. Dans toutes les expériences européennes, il y en a une qu'on a regardée de plus près, c'est la zone de rencontre. Il y en a dans plusieurs pays en Europe, en Belgique, en Suisse, et puis en France aussi. En France, elle a été introduite en 2008. C'est un peu un intermédiaire entre une rue piétonne et puis une rue traditionnelle. Donc, tous les véhicules, tous les usagers y sont permis, peuvent y circuler, mais la limite de vitesse est fixée à 20 km/h. En fait, c'est la limite de vitesse qui est considérée sécuritaire pour que tout le monde puisse cohabiter dans le même espace. Parce qu'une autre caractéristique, c'est que les piétons peuvent circuler partout et ont priorité sur les véhicules sur l'ensemble de la chaussée. C'est les deux principales caractéristiques au début, 20 km/h et les piétons qui ont priorité dans tout l'espace. Quand les rues sont à sens unique, les cyclistes ont le droit de circuler à contresens. Le stationnement, il est conseillé d'être interdit, mais il est vraiment très réglementé, donc on peut stationner seulement si c'est autorisé. Et puis la loi en France dit que l'aménagement doit être cohérent avec la limite de vitesse. Donc ici, il y a une photo où tout est au même niveau. On voit que les piétons circulent un peu de chaque côté dans ce qui ressemble à des trottoirs, parce que c'est un peu ça l'habitude de circuler le long des magasins, des vitrines. Mais s'il n'y a pas de circulation, ils occupent très facilement toute la chaussée aussi. En général, ces zones-là de rencontre sont implantées dans des endroits très urbains, donc où il y a beaucoup de piétons, ou des places très fréquentées, comme la photo en Suisse sur la gauche, c'est une place très fréquentée, des rues très locales. Mais c'est dans des villes, mais après ça s'est aussi répandu dans des plus petites municipalités, comme la photo en bas, c'est un village, la place de l'église. Les gens ont décidé la municipalité a décidé que ça serait une zone de rencontre, un petit clin d'œil au fait que traditionnellement les gens se rencontraient à la sortie de la messe. Quand c'est bien aménagé, une zone de rencontre, le bilan de toutes celles qui ont été implantées en Europe, le bilan est très positif, que ce soit en matière de confort, de sécurité des piétons, de qualité de vie, de satisfaction des usagers, puis des riverains ou des commerçants. Donc, ça fonctionne bien. Pour que ça fonctionne bien, comme je disais, il faut que ça soit bien conçu. Donc, on parle d'avoir un aménagement à l'entrée qui avertit vraiment les conducteurs de rouler très lentement, qui les avertit qu'il y a un changement dans le statut, dans les règles de circulation. Ça peut être avec un changement dans le revêtement, avec des aménagements comme des dos d'âne allongés qui réduisent la vitesse dès l'entrée. Et puis un aménagement à l'intérieur, lui, qui va être vraiment conçu en fonction principalement du piéton, de son confort, de sa sécurité. Donc des revêtements, là encore, différents, très urbains, du mobilier. Comme ici, c'est une rue très étroite, tout est au même niveau. Il n'y a pas d'aménagement cyclable, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de trottoir surélevé avec une bordure. Dans des zones de rencontre, comme ici, justement, c'est l'exemple, il y a des fois, par contre, un corridor qui est protégé pour les piétons, où les véhicules ne peuvent pas circuler ou stationner. Ce genre de corridor-là est très apprécié par les personnes qui sont plus vulnérables, à mobilité réduite, ou les personnes avec des handicaps, des aveugles, par exemple.
donc qui les utilisent, qui les apprécient beaucoup. Mais en fait, même s'il y a ces corridors-là, tout le monde, comme on le voit sur la photo, peut aussi marcher sur la chaussée. Donc, si on revient au Québec, après ce petit tour de ce qui nous a inspiré, l'étude de toutes ces expériences-là, elle date déjà de plusieurs années. On peut remonter aux travaux de la Table québécoise de la sécurité routière, qui est un forum qui a été créé en 2007, qui regroupe une cinquantaine d'acteurs de la sécurité routière. Le mandat, c'était de faire des recommandations au ministre des Transports en matière de sécurité routière. La Table a déposé 3 rapports de recommandations en 2007, 2009 et 2013. Plus récemment, l'année dernière, donc à l'hiver 2017, la Société de l'assurance auto, avec le ministère, a tenu une vaste consultation sur la sécurité routière. On a reçu énormément de propositions, de suggestions, plus de 300 mémoires, et plusieurs mémoires où personnes nous ont parlé de partage de la rue, nous ont donné des idées là-dessus. Le ministère, sur le sujet, a aussi fait des recherches ou commandé des recherches. Et puis, il y a des partenaires, des municipalités surtout, qui nous en ont parlé aussi, qui voulaient qu'on se penche là-dessus. Donc, depuis tout ce temps-là, tous ces travaux ont finalement mené à définir 3 nouveaux concepts pour les rues municipales en milieu urbain, donc dans lesquels il y a des règles de circulation particulières. Alors, le jeu libre dans la rue partagée, et puis la vélorue. Rue partagée, vélorue, c'est encore à venir. Je vais vous expliquer tout ça, là. En fait, on va voir comment ces concepts-là s'inscrivent dans le cadre légal et réglementaire. Quand je parle de cadre légal et réglementaire, c'est le Code de la sécurité routière, principalement, qui va définir les règles de circulation des usagers, les règles de circulation routière, les pouvoirs particuliers des municipalités en matière de sécurité. Et puis, il y a aussi les normes de signalisation qui disent où installer quel genre de panneaux, qui disent quels panneaux on peut utiliser et où on doit les utiliser, puis de quelle façon. Donc, un message important par rapport aux normes de signalisation, c'est qu'en majorité, tout ce qui est dans ce document-là, les municipalités sont obligées de s'y conformer. Donc, on va regarder ces 3 concepts-là l'un après l'autre. Je vais commencer par le jeu libre dans la rue. Donc, ça, c'est un concept qui a été introduit dans le Code de la sécurité l'année dernière, en juin 2017, avec l'adoption du projet de loi 122. Donc, maintenant, le Code prévoit qu'une municipalité peut permettre par règlement le jeu libre sur un chemin public dont la gestion lui incombe, malgré... En fait, cet article-là a été ajouté parce qu'il y avait déjà des municipalités qui voulaient faire quelque chose. Il y avait une bonne demande là-dessus. On veut faire bouger nos enfants, donc on veut les encourager à jouer dans la rue. Mais il y avait 2 articles du Code qui pouvaient créer un problème. C'était les articles 499 et 500 qui disaient qu'on ne peut pas utiliser, se promener avec des patins à roulettes ou placer des obstacles ou occuper la chaussée. Donc, on a clarifié les choses et puis maintenant, il y a l'article qui dit que malgré ça, là, ces 2 obstacles-là, la municipalité peut permettre le jeu libre. Mais elle doit adopter un règlement et le règlement doit prévoir la détermination des zones où le jeu libre est permis, les restrictions à la circulation, les règles de prudence. Il faut bien se rappeler que... on ne va pas permettre le jeu n'importe où. Là, il faut tenir compte de la sécurité, donner des bonnes conditions de sécurité pour que les enfants puissent jouer dans une rue. Donc, les interdictions qui sont relatives au jeu libre, le cas échéant, ou bien toute autre condition. Et puis, la municipalité doit indiquer au niveau d'une signalisation les zones où le jeu est permis. Donc, on a ajouté l'année dernière dans les normes de signalisation des nouveaux panneaux. Donc, le panneau jeu libre, celui que vous voyez au-dessus, donc c'est celui-là maintenant qu'une municipalité doit installer si elle adopte un règlement pour définir une zone où le jeu est permis. Au début de la zone, on met ce panneau-là. À la fin de la zone, on remet le panneau avec le panneau fin en dessous. Et puis, si c'est une rue assez longue, on répète aux intersections avec le panneau sur cette rue, ou ça peut même être dans un quartier en entier, où on met à l'entrée du quartier le petit panneau secteur.
Donc ça, c'est la signalisation. En fait, quand je vous disais, il y a eu de la demande, parce qu'il y a plusieurs municipalités depuis quelques années qui avaient déjà adopté des règlements pour prévoir ça. Une des premières, c'était dans ma rue, c'était Belleuil, avec le concept Dans ma rue, on joue. Donc l'idée, c'était donc d'inciter les enfants, puis les plus grands, en fait, à bouger, puis à jouer dans les rues, mais en encadrant la pratique de façon sécuritaire. Donc la façon, c'est de le permettre seulement dans certaines rues résidentielles à caractère local, avec un bon dégagement visuel, faible densité de circulation, de l'éclairage. Et puis, c'est les résidents qui en font la demande. La ville analyse si tout est sécurité routière, mais elle souhaite aussi, elle exige aussi que les 2/3 des propriétaires qui résident dans la rue en question soient d'accord avec le concept. Donc, la ville de Belleuil a d'ailleurs eu le prix d'excellence du réseau québécois des villages en santé pour cette initiative-là. Plus récemment, il y a la ville de Sainte-Julie avec le concept rue conviviale. Donc, c'est un peu le même principe, définir le genre de rue. Il y a un formulaire pour que les citoyens puissent demander que ça soit permis. Il faut que le tiers des propriétaires s'engagent à conduire lentement, donc soient d'accord avec l'idée. Et puis la municipalité éventuellement fait des aménagements pour favoriser une réduction de vitesse. J'aurais pu en citer plein d'autres. Il y a Gatineau qui vient juste au mois de janvier de faire une consultation sur le sujet. Je n'en connaissais pas dans la région, mais peut-être tout à l'heure dans la discussion, ça pourra venir aussi. Donc voilà pour le jeu libre. Maintenant, je vais passer au deuxième concept dont je veux vous parler, c'est la rue au deuxième et troisième, rue partagée puis vélo-rue. Donc là, la différence essentielle, c'est que c'est des choses qui n'existent pas encore dans la législation. En fait, ils sont proposés dans un projet de loi qui a été déposé par le ministre des Transports le 8 décembre 2017, le projet de loi 165. Donc, on est vraiment en plein c'est le cheminement normal d'un projet de loi. Il y avait des auditions publiques, il y a des auditions publiques sur le projet de loi qui sont tenues par la Commission Transport et Environnement de l'Assemblée nationale qui se terminent aujourd'hui. Donc, sur le site de l'Assemblée nationale, on peut voir les mémoires qui ont été déposées, écouter les organismes qui sont venus s'exprimer sur le sujet aussi. Ça va se poursuivre avec les étapes normales, études détaillées. Bon, on espère vraiment beaucoup que le projet de loi sera adopté. On ne sait pas s'il y aura des amendements. Il y a probablement des amendements qui sont apportés. Donc, juste garder ça à l'esprit aussi, que je vous parle de ce qui est actuellement proposé dans le projet de loi. Et puis, il pourrait y avoir des choses différentes si les députés décident d'adopter le projet de loi avec des amendements. Donc, pour l'instant, ce qui est prévu au projet de loi, c'est la possibilité pour une municipalité d'identifier par règlement une rue partagée ou une vélorue, donc sur toute une partie, sur les rues qui font partie de sa responsabilité. Le règlement doit délimiter la rue partagée ou la vélorue. Il peut prévoir aussi des règles additionnelles, mais il ne faut pas déroger aux règles qui sont déjà prévues dans le Code. Et le projet de loi prévoit aussi qu'une municipalité doit aménager de façon sécuritaire la rue partagée et la vélorue. Se doit aménager, on n'a pas vraiment ça ailleurs pour les autres rues dans le Code de la sécurité routière. Là, ça serait une première de montrer l'importance de l'aménagement quand il s'agit d'une rue partagée ou d'une vélorue. Et puis la municipalité doit y installer aussi la signalisation appropriée. Donc, c'est quoi les règles de circulation dans une rue partagée? Vous allez reconnaître un peu la zone de rencontre dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ça qui nous a inspirés. Donc, limite de vitesse de 20 km/h, circulation des piétons sur l'ensemble de la rue et priorité aux piétons. Donc, les conducteurs et les cyclistes doivent céder le passage aux piétons qui sont sur la chaussée. Il y a des règles de dépassement puis de croisement d'un cycliste par un conducteur aussi. Il peut le faire s'il y a un espace suffisant, s'il peut le faire sans danger. Là, je résume parce qu'il y a des articles assez précis là-dessus. Donc ça, c'est les règles particulières de circulation dans la rue partagée. Mais s'y rajoute ce que le projet de loi prévoit pour toutes les rues,
qu'on appelle le principe de prudence, dont on nous a beaucoup parlé dans la consultation publique l'année dernière aussi. Donc, le projet de loi prévoit que tout usager de la rue serait tenu, à l'égard de celui qui est plus vulnérable que lui, de faire preuve d'une prudence accrue. Donc, le conducteur doit être plus prudent envers le cycliste envers le piéton. Les règles de circulation dans la ville aux rues, la limite de vitesse devra y être de 30 km/h. Les cyclistes pourront circuler sur toute la largeur de la voie dans le sens de la circulation quand c'est une chaussée à deux sens. Ils pourront circuler sur toute la largeur de la voie si c'est une rue à sens unique. Si les cyclistes sont autorisés à circuler à contresens, ils pourront le faire en étant le plus près possible de la bordure. Pardon. Et puis ils pourront aussi circuler côte à côte, sauf s'ils circulent à contresens. Là aussi, les mêmes genres de règles de dépassement ou de croisement, que ça puisse se faire sans danger, et le principe de prudence qui se rajoute par-dessus tout ça. Donc, ces deux choses-là, ce n'est pas encore disponible, ce n'est pas dans la législation, mais quand on parle d'aménagement, c'est une compétence de la municipalité depuis toujours. Là, sur les rues dont elle a la responsabilité, la municipalité a compétence en matière d'aménagement, de signalisation, d'entretien. Donc, plusieurs municipalités ont déjà essayé des choses, des aménagements autres que les rues traditionnelles pour donner plus de prépondérance aux piétons, aux cyclistes, aux déplacements actifs. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Encore une fois, je veux vraiment insister là-dessus, garder à l'esprit que c'est les règles de circulation d'aujourd'hui qui s'appliquent. Donc, je commence avec des exemples qui datent des années 80-90 à Québec, à Montréal. C'est des rues sans trottoir où les piétons, les cyclistes, tout le monde partage le même espace. Donc, c'est dans les centres-villes, dans des rues où il y a beaucoup de piétons, au moins en été, là. Puis pas beaucoup de circulation automobile. Donc, ça avait été réaménagé avec des matériaux différents pour la chaussée, du mobilier, de la végétation. Ce n'est pas des rues sans trottoir ordinaires. Là, il y avait eu un aménagement de type très urbain qui faisait partie en général de projets de revitalisation urbaine aussi, qui fonctionnent encore très bien. Donc, à Montréal, la photo du bas, c'est la rue du Luth, où il y a beaucoup de... Là, ça ne se voit pas sur la photo, mais quand il fait beau, il y a beaucoup de restaurants, de terrasses de restaurants. La photo du haut, c'est la rue Sautomatelot à Québec, dans le vieux Québec touristique. Donc, en été, il faut vraiment imaginer qu'il y a beaucoup de touristes qui occupent tout l'espace, puis on est déjà pratiquement dans ce qu'on appelle rue partagée, parce que les voitures se sentent pas à leur place quand les piétons sont très nombreux. On voit sur la rue Sautomatelot des bollards qui ont été installés pour pas que les voitures s'arrêtent ou circulent trop près des façades des bâtiments. Par contre, en hiver, ça oblige à un espace qui ne peut pas être déneigé par la machinerie où il faut faire les choses manuellement. Plus récemment, à Montréal, il y a la rue Sainte-Catherine, dans le secteur du quartier des spectacles, donc où c'est à niveau, il y a la démarcation entre l'espace de chaussée, le stationnement, et puis l'espace trottoir, enfin l'espace où circulent les trottoirs, c'est une bande plus foncée, c'est visuellement qu'on le voit, c'est détectable aussi pour les personnes aveugles. Et puis la photo du bas, c'est la place Simon-Valois, où déjà depuis quelques années, il y a des essais qui sont faits pour là aussi atténuer la démarcation entre ce qui est piéton puis véhicule. Donc là, durant l'été, que les piétons, c'est un peu aussi ludique là, que les piétons puissent occuper différemment la chaussée. D'ailleurs, c'est deux endroits en fait, où c'est complètement fermé à la circulation à certaines périodes, durant certains événements. Un autre exemple qui est intéressant aussi, c'est à Québec, c'est la rue Sainte-Claire, qui est dans un quartier très résidentiel du centre-ville, où les travaux ont été terminés en 2012. Ils avaient été faits à la demande des citoyens. Donc, la chaussée en pavé, il y a du stationnement d'un côté. Il y a des espaces
le long des bâtiments de chaque côté. D'un côté, ça a servi pour installer les poteaux d'utilité publique, de l'autre côté pour de la végétation, des bacs de végétation. C'est aussi beaucoup pour empêcher le stationnement trop près des entrées, des portes des bâtiments. En fait, donc les piétons, ils n'ont plus de trottoir, tout le monde circule dans la rue. En fait, c'était venu comme concrétiser ce qui se faisait déjà dans tout ce quartier-là. Les trottoirs sont très, très étroits, ils sont encombrés de poteaux, de poubelles, de toutes sortes de choses. Donc, on a vraiment, moi j'en fais partie, là, on a vraiment l'habitude de marcher dans la rue déjà au départ. Donc, l'aménagement venait un peu concrétiser tout ça. Sur la photo à gauche, là, vous voyez aussi un panneau, 20 km/h. C'est un panneau expérimental que le ministère avait développé pour répondre, pour illustrer le fait qu'il y a un partage de la rue par tous les usagers. Donc, c'est tous des aménagements qui sont inspirés de la zone de rencontre, de ce qui devient la rue partagée dont je vous ai parlé. Donc, ça montre que déjà, même si on n'a pas de règles de circulation bien ancrées dans le Code de la sécurité routière, les aménagements font beaucoup pour que tout se passe bien, que les voitures ne roulent pas trop vite, que les piétons puissent être plus ou moins suffisamment en sécurité sur la chaussée et puis prendre plus de place aussi. Ça montre vraiment, selon moi, le rôle de l'aménagement. Il y a des exemples aussi pour les vélos. Encore à Québec, ce qu'on appelle le vélo-boulevard d'une rue, la rue Père-Marquette. C'est une rue en résidentielle où il y a très peu de déplacements de transit de véhicules, mais qui est parallèle, tout l'axe qui fait quelques kilomètres est parallèle à une grande artère où il y a le boulevard René-Lévesque, où il y a des autobus, beaucoup de circulation. Donc l'idée, c'était de, là encore, concrétiser ce qui se faisait déjà. Les cyclistes avaient tendance à emprunter la rue plutôt que le boulevard. Donc ça a été vraiment réaménagé pour leur donner encore plus de place. Donc empêcher le transit des véhicules en aménagement des terre-pleins à certaines intersections qui peuvent être franchies par les cyclistes qui vont tout droit, mais qui ne peuvent pas être franchies par les véhicules. Donc, à plusieurs intersections, les véhicules ne peuvent plus aller tout droit. Donc, ça décourage vraiment le trafic de transit et ça ralentit beaucoup la vitesse aussi. Alors, le nombre de cyclistes a vraiment beaucoup augmenté depuis ce temps-là. On me disait 1000 à 2000 cyclistes par jour et même en hiver aussi. Donc ça mérite bien son nom de vélo boulevard. La ville de Montréal a aussi un projet pilote de ce qu'il s'appelle Vélorue, même principe de encourager les cyclistes à utiliser une rue plutôt qu'une artère où il y a beaucoup de véhicules à côté. Ça devrait être pour cet été. Donc, dernière partie, après tout ça, toutes ces idées-là, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Le jeu libre, donc tous les outils sont déjà là. Le code permet à une municipalité de l'autoriser. Les municipalités qui avaient déjà fait quelque chose avant, il y aura éventuellement une conformité à faire au niveau de la signalisation. Donc, les références, c'est les documents légaux. Le code et puis les normes. Je donne aussi comme référence le site de la Coalition québécoise sur la problématique du poids, qui a fait vraiment beaucoup pour promouvoir le jeu dans la rue et qui a une bonne documentation sur le sujet. Pour les rues partagées, donc, il y aura une possibilité pour les municipalités les rues partagées, les rues, pardon. Donc, la possibilité de les identifier, ça sera après l'adoption du projet de loi, après aussi la révision des normes de signalisation, parce qu'on est en train de développer des nouveaux panneaux pour ces concepts-là. Le ministère va aussi publier des guides techniques à l'intention des municipalités, où on va expliquer c'est à quels endroits que c'est le mieux de les aménager, qu'est-ce qu'on veut dire par aménagement sécuritaire. Ça ne dit pas suffisamment de choses pour l'instant. Et puis, on va résumer aussi les étapes à suivre pour en identifier. En fait, où est-ce qu'on peut les implanter? Déjà, la table québécoise de la sécurité routière donnait quelques indications. Donc, on parle de rues très locales où il y a une concentration d'activités urbaines et de piétons.
Et puis pour l'aménagement sécuritaire, on va évidemment s'inspirer de toutes les expériences qu'on a déjà ici au Québec et puis aussi en Europe. Comme ça fait longtemps qu'il y a des zones de rencontre en Europe ou des rues cyclistes aussi, voyons, on va s'en inspirer. Donc nos collègues européens ont déjà fait des bons bilans. Ils nous ont rappelé les défis. Un des principaux défis, c'est les déplacements des personnes handicapées, entre autres les personnes aveugles qui peuvent se sentir moins à l'aise dans un espace où il y a plus de bordure de trottoir, où les véhicules roulent moins vite aussi, 20 km/h, on les entend moins. Donc, il faut penser vraiment à rajouter des lignes de guidage, des repères, et puis le fameux corridor protégé au besoin. C'est important aussi de bien traiter les cheminements piétons dans les places qui sont très ouvertes. S'il y a beaucoup de cyclistes, faire attention à ce que la cohabitation des piétons et des cyclistes se passe bien aussi. En fait, la sécurité des piétons, des cyclistes ou par rapport aux automobilistes, c'est beaucoup une question de visibilité aussi. C'est un point qui est vraiment important à regarder. Si tout le monde se voit suffisamment tôt, que tout est clair, ben on peut bien gérer la cohabitation. Le stationnement doit être très bien réglementé aussi et contrôlé pour éviter du stationnement illégal qui prend de la place aux piétons. Les Européens ont beaucoup souligné aussi l'importance de la communication. Maintenant, quand on présente des exemples européens, ça paraît bien beau, mais ça a été nouveau pour eux aussi un jour. Le panneau, comme ça c'est le panneau français, il n'était pas forcément connu. Les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Donc il faudra penser vraiment beaucoup communication pour que tout le monde respecte la signalisation et puis les règles. Et d'ailleurs, on rappelle aussi l'intérêt d'étapes de concertation sur les nouveaux projets. Donc, en conclusion, on a des aménagements innovants pour favoriser les piétons, les cyclistes, la vie urbaine qui sont déjà là ou qui sont à venir. Avec la révision du Code de la sécurité routière, il y aura des nouveaux pouvoirs pour les municipalités. Puis, nouveaux pouvoirs, mais pour moi, c'est aussi comme une nouvelle orientation. Là, il y a vraiment des choses dans le projet de loi qui vont vers plus de place puis de sécurité pour le transport actif, les piétons, les cyclistes. C'est vraiment une période intéressante. C'est vraiment intéressant. Puis le Code va venir avec ces nouvelles règles, en fait, traduire ou légitimer des pratiques qu'on voit déjà, là, des piétons qui sont obligés d'être dans la rue parce que les trottoirs sont encombrés de toutes sortes de choses, ou comme ici en hiver, parce que les trottoirs sont moins bien déneigés que la rue. Il ne faut pas cacher qu'il y a des défis d'aménagement, mais on a des expériences qui vont nous aider malheureusement seulement pour ce qui est de l'hiver. Ça, on va être obligé de continuer à innover comme d'habitude parce qu'il faudra en tenir compte. Donc, les prochaines diapos, c'est de la documentation que je vous ai mise. En premier lieu, pas oublier, puisque je parle beaucoup de l'importance de l'aménagement. Donc, l'aménagement, c'est des coûts, mais il y a des budgets, il y a quand même des programmes d'aide financière pour la voirie municipale, donc des programmes du MAMO ou nos programmes à nous aussi. Il y en a beaucoup, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Dans les derniers, il y a le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière qui s'adresse à une large clientèle, donc pas seulement les municipalités, mais des organismes aussi. Sinon, il y a le programme qui est le plus connu, qui est le plus ancien, Aide à l'amélioration du réseau routier municipal, qui comprend plusieurs autres sous-programmes. En tout cas, c'est vraiment un peu compliqué. Mais je voulais insister sur le fait qu'il y a des programmes qui s'adressent vraiment à toutes les municipalités et puis qui concernent les rues urbaines aussi, comme le volet redressement des infrastructures routières locales. Et puis après ça, les autres diapos, c'est plus des documents pour aller plus loin sur les rues partagées, sur les zones de rencontre, une page Internet du ministère où il y a de la documentation sur les aménagements modérateurs de la vitesse. Là, je ne sais plus où j'en suis dans le temps, si j'ai débordé. Si vous avez des questions puis que vous n'avez pas le temps de les poser tout de suite ou tout à l'heure, surtout, vous aurez aussi mes coordonnées, donc n'hésitez pas vraiment à nous appeler. Merci beaucoup.